Bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on reçoit notre chroniqueur sportif Samuel Lachance qui vient nous parler de ski adapté. On parle également avec Justine Abel, directrice de l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides. Et on parlera également avec Stéphane Laporte qui vient nous parler des prix à part entière. On rejoint Samuel Lachaine, qui est notre chroniqueur sport et fondateur du site Sport Addict. Bonjour Samuel. Bonjour, ça va bien, Elisane? Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Tu viens nous parler de sport adapté, particulièrement de ski. Oui, bien récemment, là, évidemment, avec toute la neige qui tombe dans la région du Québec, j'avais envie de parler d'un sport hivernal, donc j'avais décidé de parler du ski adapté, alpin en fait, parce qu'il y a plusieurs disciplines. Et puis, le ski alpin, en fait, c'est déjà quand même populaire depuis 30 ans au Québec quand même. Et ce que je trouve particulièrement intéressant du ski adapté alpin, c'est que ça permet de rendre disponible un sport qui est accessible déjà pour tous. Et là, on permet justement à plusieurs personnes d'avoir accès à ce sport-là d'une meilleure façon, si on veut. Oui, et il y a plusieurs endroits où on peut faire quand même du ski adapté. Donc, pour les gens qui ont de la famille, des amis qui font du ski, bien, ça permet de ne pas les mettre, de ne pas se sentir de côté. Non, exactement. Ben, on pense entre autres à une fondation comme celle de Richard Lemieux, peut-être dans les Laurentides, ou aussi du côté plus de la région de Bromont et tout ça, la Fondation des sports adaptés. Donc, il y a plusieurs fondations qui offrent évidemment la possibilité de faire du ski alpin adapté. Puis c'est ça qui est important, c'est que avec ces fondations-là, ben, ça permet justement d'avoir une meilleure facilité à organiser ça, en fait, puisqu'il y a plusieurs façons de réserver ça. Mais la plupart du temps, il faut faire affaire avec les monts de ski directement là, pour pouvoir faire du ski alpin adapté. Oui, parce que ça prend évidemment de l'équipement qui est adapté. Donc, les fondations aident à avoir ce type d'équipement-là, là, puis aussi à savoir comment s'y prendre. Oui, exactement. Donc, par exemple, c'est ça que je voulais faire aussi pendant la chronique, c'est de mentionner un petit peu les différentes façons de faire du ski. Là. Il y a 5 modèles, si on veut, différents. Tout d'abord, le Mountain Man qu'on appelle. En fait, ça, c'est un siège assis avec une paire de ski sous le siège qui permet justement de pouvoir descendre la piste. Et ensuite, il y a des bâtons ski qu'on a dans les bras pour les personnes qui pratiquent la discipline, qui puissent, dans le fond, diriger un petit peu où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Ou par rapport au mountain ski, c'est que il va y avoir un moniteur derrière qui va contrôler aussi avec des harnais. Il y a aussi le dual ski qui est en fait similaire au premier que j'ai parlé, sauf que c'est un petit peu plus flexible et facile à manœuvrer, ça, la plupart du temps. C'est un petit peu plus du côté compétitif que dans un loisir. Et ensuite, ça, c'est surtout ces deux-là pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant, mais il y a aussi pour les personnes qui vont être touchées, par exemple, plus avec une amputation ou quoi que ce soit. On appelle ça un ski à 3 traces ou à 4 traces. C'est qu'en fait, il y a des pôles qui te permettent d'être en contrôle un petit peu plus facilement pour te permettre justement d'utiliser les membres que tu ne peux plus utiliser. Et il y a, en terminant, le tandem ski qui est justement une pause. Ça, c'est la plupart du temps plus pour les gens non-voyants. Il y a quelqu'un avec toi qui dirige les skis, en fait, sur la piste pour descendre la piste. Donc, ça fait 5 façons différentes de faire le sport. Oui, et pour les 3 derniers, de ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, on est debout. Là, donc, c'est plus adapté à des gens qui ont des limites motrices, mais qui sont capables de se tenir debout. Oui, exactement. C'est sûr que la force des jambes a joué beaucoup, évidemment, dans le sport en faire du ski. Donc, oui, exactement. C'est vraiment pour ça, mais c'est sûr que c'est ça. Il y a toujours quelque chose qui permet d'avoir un appui de plus pour pouvoir faire ce sport-là. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Ça permet vraiment de couvrir, en fait, tous les besoins de chaque personne d'une façon précise.
Oui, ben en fait, on peut répondre à la fois aux personnes qui sont capables d'être debout et à la fois aux personnes qui ne sont pas capables d'être debout, donc qui peuvent s'asseoir. Ce que vous Mhm. avez mentionné, ce que tu as mentionné donc au mountain ski, au dual ski au début. Donc c'est quand même intéressant tout ça. Et tu les as essayé toi aussi. T'en as fait du ski adapté, Samuel. Oui, exactement. Puis c'est ça que je voulais parler un petit peu aussi de mon expérience. Ça avait été une expérience très positive. Là. Ça fait quand même une quinzaine d'années que j'en fais plus, mais pendant environ 5-6 ans, j'en ai fait. Et puis, ce que ça commence, c'est que quand je parle de besoin, c'est que justement, au début, quand tu commences à faire du ski et que tu ne connais pas nécessairement tes besoins précis, ben, il y a des formations et des tests qui sont effectués à tes besoins pour savoir quel équipement exactement tu aurais besoin. Et ensuite, là, la fondation va vraiment s'ajuster avec ton équipement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, la plupart du temps, ben, on va faire du sport en famille, avec nos proches, avec nos amis. Donc, on offre aussi des formations pour les parents, les amis, etc., pour justement leur permettre que par la suite, un coup que les formations sont données, ben, avec les personnes atteintes d'une maladie ou d'une malformation, peu importe, ben, puissent faire du ski avec leurs proches. Dans le cas où est-ce que aussi il n'y a pas de formation pour les proches, ben, il y a aussi des moniteurs qui sont offerts avec des accréditations vraiment professionnelles pour tout ça, qui permettent justement d'assurer la sécurité, par exemple, sur les pistes ou de te montrer un petit peu comment monter l'équipement sur le remonte-pente, parce qu'évidemment, c'est un autre facteur très important, ça, Oui, le remonte-pente, parce que faut être vraiment sécuritaire pour aller là-dessus. c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais tu as raison. En fait, hein, il faut quand même monter l'équipement dans le remonte-pente et ça doit être. Il doit avoir une technique particulière, mais je me vois pas essayer de faire ça là, sans que quelqu'un me le montre. Non, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on offre évidemment des formations, puis ça prend sur plusieurs jours. Pour parler de mon expérience, justement, mes parents étaient allés faire une formation de quelques jours avec des personnes non-voyantes. Donc, justement, ils contrôlaient la piste autour d'eux pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne se mettre dans le chemin et tout ça. Donc, oui, ça prend vraiment un protocole important. Puis, donc, c'est pour ça qu'il y a des fondations, etc., qui sont là justement pour nous guider et nous indiquer comment ça fonctionne. Effectivement, il faut faire les choses de la bonne façon pour la sécurité de tout le Mhm. monde, autant de l'usager en situation de handicap que des gens autour. Là, bien sûr, on ne veut pas blesser Mhm. personne non plus avec nos loisirs. Non, exactement. Donc, c'est ce que je trouve important. Puis, je voulais aussi mentionner justement que par rapport aux stations de ski, ben là, c'est ça, il n'y a pas toutes les stations qui offrent nécessairement la possibilité de pouvoir faire du ski alpin adapté, mais il y a quand même une vingtaine de stations au Québec qui l'offrent, que ce soit dans la région de Québec, dans les Laurentides, même dans la Naudière, etc. Et c'est important justement de noter que les fondations sont justement là pour ça, pour aider à réserver, entre autres, l'équipement à la journée même, où est-ce qu'on va aller faire le sport, à s'assurer que si on a besoin d'un moniteur, justement, comme tu disais, ou si on est correct. Donc, il y a vraiment tout un protocole et des bénévoles qui participent à tout ça pour l'organisation. Et c'est important, donc, de vous informer, justement, auprès des non-participants ou auprès des fondations pour pouvoir, justement, pratiquer votre sport comme vous le souhaitez. Oui, j'imagine qu'une petite recherche rapide là, sur Google et qu'on peut trouver là, tout ce qui est adapté pas trop loin de ses choix. Là. Évidemment, dans les endroits où il y a du ski, hein, où il y a des montagnes, hein, j'imagine que Ouais. ça aide. Mais s'il y a du ski de façon plus traditionnelle, là, dans la plupart des endroits, j'imagine qu'il y a moyen d'avoir du ski adapté. Donc, une petite recherche sur Google là, pour Mhm. les gens qui s'intéressent, je pense que ça vaut la peine d'aller voir. Et je pense aussi que c'est important de faire connaître les fondations qui s'occupent de ça, de faire connaître leurs services pour que Mhm. justement les gens puissent en profiter, puis aussi pour faire connaître leur travail, parce que ces gens-là travaillent fort, souvent avec des budgets réduits, pour aider la population qui sont en situation de handicap. Donc, c'est très intéressant de les faire connaître, puis de les remercier de leur travail, en fait. Oui, exactement. Puis moi, j'en dénombre au moins trois quand même qui peuvent vous aider. Des fondations, entre autres, moi, avec la fondation J'ai fait du ski, c'est dans la région des Laurentides, c'est la fondation Richard Lemieux. Eux sont vraiment bien organisés, tout ça. Peuvent même te guider pour faire, par exemple, du compétitif, même si jamais tu as envie. Il y a aussi du côté plus, comme je disais tout à l'heure, de Bromont, la fondation des sports adaptés, qui offre différents sports adaptés, mais ils organisent, entre autres, pour le ski alpin. Et il y a aussi l'ARL PHL, peut-être dans votre région, si vous voulez aller voir, peut-être pour plus d'informations. Et encore là, eux aussi vont être capables de vous guider vers la bonne fondation, si jamais vous désirez faire du ski alpin adapté.
cet hiver ou pour le futur. C'est très intéressant et ça permet, là, comme je le disais tout à l'heure, de faire du sport en famille, de sortir. Des fois, c'est difficile hein, de sortir quand on est en situation de handicap. L'hiver, là, on n'a pas beaucoup d'options. Donc, c'est une option supplémentaire et ça permet de ne pas se sentir isolé si la famille et les amis font du ski et de pouvoir participer à notre façon au sport et aux activités. Donc, c'est quelque chose qui est à voir pour les personnes que ça intéresse, qui pourraient se sentir appelées par le ski adapté. On peut évidemment là, consulter les fondations dont tu as parlé ou si on est un petit peu plus loin puis que ces fondations-là là, ne sont pas dans nos régions, comme je le disais tout à l'heure, un petit tour sur Google, ça devrait régler le problème. Merci beaucoup, Samuel. Bien, ça me fait plaisir. Merci à toi, Elisane. Passe une belle journée. On se revoit bientôt pour une autre chronique. Bien, merci.
On revient avec Josiane Abel, qui est directrice de l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides. Bonjour, Josiane. Bonjour, Mme Pellerin. Comment ça va? Ben, ça va très, très bien. C'est une semaine très chargée qu'on a, là. C'est la semaine de la canne blanche. Oui, effectivement. Donc, on va en parler à la fois de la semaine de la canne blanche, mais aussi de ce que vous faites en tant qu'association, là. Vous avez quand même profité de la semaine de la canne blanche pour parler de différentes difficultés, de différents défis. Donc, on va commencer par parlez-nous de votre association. Bon, l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides, c'est régional Laurentides, ça le dit bien. Et on est une association qui, depuis 2 ans, est en pleine ascension. On est passé de 34 membres à 300. Donc, c'est beaucoup de gestion. On est partout dans les Laurentides. On est de Mont-Laurier, Basse-Laurentides. Donc, c'est beaucoup d'amour à donner, disons. C'est beaucoup de territoire à couvrir, en tout cas. Oui, puis tu sais, ce qu'on remarque aussi, c'est que depuis la pandémie, il y a beaucoup de personnes âgées, de retraités, qui ont décidé d'aller dans les Laurentides. Donc, on a une population qui grandit, mais aussi avec des limitations visuelles et ils ont besoin de soins. Alors, c'est pour ça qu'on veut leur donner, on veut leur donner le maximum de services, des droits aussi qu'ils ont. Ils ont des droits, donc on doit les faire respecter, tout ça. Donc, on est vraiment une belle organisation. Et quelles sont vos activités pour la semaine de la canne blanche? La semaine de la canne blanche, pour nous, c'est vraiment une période de sensibilisation. Donc, on l'appelle canne blanche, puis on essaie toujours d'en parler un peu en disant que elle n'est pas très aimée, cette canne-là, quand on a un résiduel visuel. Alors, souvent, on va l'associer à la non-voyance, mais mon message principal cette année, c'est nous pouvons porter une canne blanche et avoir encore un résiduel visuel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que oui, ça se pourrait qu'on se déplace avec une canne et qu'on regarde son cellulaire en même temps, et ce n'est pas une fausse croyance. Donc, c'est un peu le message qui est véhiculé cette année. On a notre slogan, c'est aussi le parcours du non-voyant. Donc, on a envoyé des invitations à différents maires de villes dans les Laurentides, puis on les a invités à venir faire un parcours avec les yeux cachés et en même temps, on leur lançait des petits messages sur l'accessibilité dans les villes d'une personne qui est malvoyante ou non-voyante. Donc, vendredi passé, on avait le maire de Mirabel. Cette semaine, on va avoir le maire de Sainte-Agathe. Et on a essayé vendredi passé et ça a été un succès. On a eu un maire fébrile, un peu fragile, un peu stressé même, et on lui a enseigné un peu comment fonctionnait la canne et comment on lui a donné différents obstacles, comme une marche, aller porter son manteau dans un vestiaire, une branche qui frôle la tête, un push-push de lilas. Donc, on a vraiment aimé cette belle expérience. Puis lui a vraiment été sensibilisé. Donc, on se dit toujours qu'il va être accessible, il va pouvoir nous représenter dans différents projets. Effectivement, il y a des gens qui ont la chance de faire ce type d'activité. Ils comprennent mieux, en fait, parce qu'on comprend ce que c'est. On a toute une espèce d'idée, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas à quel point le quotidien peut être difficile, là. Oui, c'est un handicap invisible en plus. Donc, on peut se promener avec une canne, de ne pas avoir de canne. Moi, j'en ai ici des réfractaires à la canne. Oui. Mais on les respecte, mais je leur dis toujours, vous allez être beaucoup mieux respectés si vous avez une canne. On va pouvoir vous aider finalement dans votre processus. Mais en tout cas, ça, c'est un choix personnel. Oui, c'est un cheminement à faire, j'imagine aussi. Oui, il y a un cheminement à faire, puis il y a une sensibilisation aussi, puis un respect de la population, ne pas être stigmatisé. Donc, c'est vraiment complexe, la canne comme telle. On a aussi cette semaine un conférencier qui cet après-midi va rencontrer une trentaine de nos membres, qui s'appelle Benoît Lalimière-Cloutier. Et lui, c'est un paracycliste champion québécois qui a eu une rétinite, qui a une rétinite pigmentaire depuis la naissance et qui a dégénéré en cécité complète. Il vient nous parler de la résilience, comment on peut travailler la situation que l'on vit pour atteindre une sérénité à travers la cécité. Donc, il va être avec nous cet après-midi au siège social de Saint-Jérôme et aussi à Tremblant.
jeudi prochain, faut pas que je me mélange de date, jeudi prochain 14h au cours Saint-Jovite. Donc, fait que ça, c'est notre conférencier. Et on a des télés, des radios. Fait que c'est une belle semaine. Là. C'est une grosse semaine pour vous, mais vous en profitez également là, pour faire le point sur l'état des lieux, des services dans le Laurentide là, pour les personnes qui sont en situation de handicap visuel. Effectivement. Et c'est sûr que ça fait partie de notre mandat. Hein. On est une association qui défend les droits de nos membres. Et ce qu'on réalise, et on n'est pas tout seul. Là. À travers le Québec aujourd'hui, là, il y a un communiqué de presse qui est lancé disant que on a des services avec des temps d'attente qui sont inacceptables. Et tu sais, je vais vraiment vous dire, là, le DPTRP du 6 des Laurentides fait un travail exceptionnel avec le budget qu'ils ont. Ça fait 11 ans qu'ils ont le même budget et c'est pas croyable, là. La population grandit et vieillit là, en même temps. Donc, on peut comprendre qu'ils sont débordés. Nous, comme association, on reçoit les gens qui ont une année d'attente à une année et demie pour des services et on est obligé de travailler beaucoup les relations d'aide. On a des groupes d'entraide, on les invite dès le début pour essayer là, de ralentir un peu le temps d'attente qui entraîne des problématiques de santé mentale. On le voit, là. Donc, l'association est là comme tissu social en attendant les services. Mais tu sais, j'adore cette équipe-là du DPTRP, puis c'est la raison pour laquelle je me suis mandatée pour dire ça n'a pas de bon sens qu'on ait le même budget depuis 11 ans et qu'on ait le même nombre d'employés pour une croissance de membres qui ont des limitations visuelles. Donc, c'est un peu ça là, qu'on débat aussi, malheureusement, parce que moi, je suis une fille qui est positive dans la vie, mais il y a une réalité qui est là. Tu sais, je ne sais pas combien de temps il nous reste encore, mais il nous reste quelques minutes, mais quand même, tu sais, c'est tout à fait là, inacceptable, effectivement. Et je lisais là, dans ce que vous avez communiqué là, cette semaine, entre autres, quand on parle d'un allateur, d'un limitateur, ça peut être aussi pour des choses aussi basiques que d'avoir une canne. Là. Oui, effectivement, tu sais, ça peut être une loupe, ça peut être une télévisionneuse, ça peut être une demande de transport adapté. Il faut qu'on passe par l'optométriste de basse vision pour pouvoir avoir un diagnostic. Donc, tu sais, c'est tous ces temps d'attente-là. Comment on peut sortir quelqu'un de l'isolement si on n'a pas les services de base pour pouvoir l'aider dans son processus de deuil. C'est un peu ça. Effectivement, on coupe les budgets, mais dans les faits, ça vient coûter beaucoup plus cher quand ces personnes-là développent des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique, parce qu'une chute, par exemple, ou toutes sortes d'autres problèmes qui sont avec l'isolement. Donc, au bout du compte, on sauve rien. Sans placer des problèmes de santé aussi, parce que quand on diminue notre niveau d'activité physique parce qu'on n'ose pas sortir, on a d'autres problèmes. L'hypertension embarque, l'obésité embarque. Donc, c'est ça. Fait que nous travaillons très fort pour défendre les droits de nos membres. Je vous dis une dernière chose. On vient organiser un souper dans le noir le 22 mars prochain à Saint-Janvier-Mirabel. Donc, suivez-nous sur le site de la PHVAL. 250 personnes, notre objectif. C'est pas une levée de fonds, c'est une sensibilisation. Donc, on essaie là, d'atteindre nos frais, mais c'est vraiment l'aspect de sensibilisation. Vous avez quand même de très belles activités, puis je suis quand même très heureuse de voir que vous défendez les membres là, des Laurentides, alors que, à ma connaissance, il y a quand même très peu de services de défense des droits pour les personnes qui ont des problèmes visuels. Là. Effectivement. À Mont-Laurier, là, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans là, qu'on se bat pour que la clinique d'ophtalmologie revienne à Mont-Laurier, à l'hôpital de Mont-Laurier. On a eu un communiqué de presse du ministre Dubé, pas de date. Donc, pas de date veut dire, oui, un jour, vous allez l'avoir, mais ça fait déjà 6 mois, 7 mois là, qu'on attend une date pour le transfert. Les gens font 300 kilomètres pour aller se faire une injection et revenir dans la même journée. Ouais, quand même. Hein? C'est épouvantable. Je veux dire, même moi, je le fais aller-retour Mont-Laurier, puis je suis fatiguée, là. En fait, tu sais, je veux dire, Oui, c'est loin longtemps pour tout le monde. Et pour les personnes qui ont des problèmes de santé, on peut imaginer, tu sais, ça prend quelqu'un qui vient avec toi aussi, tout ça. Donc, tu sais, ça coupe une journée. En plein ça. Puis en bout de ligne, on n'a pas le goût de continuer de poursuivre ces injections aux 2 mois ou au mois. Oh, quand même, hein, à chaque mois, oui.
aux 6 semaines. On les allonge, puis là, ça va pas bien après 8 semaines. Là. Fait que c'est pas agréable de se faire piquer dans l'œil. Non, non, je m'en doute. Oui. Donc, en plus, c'est pas agréable. Donc, c'est ça. Fait que on se bat beaucoup avec le ministre. Effectivement, c'est complètement inacceptable, puis ça fait partie de plein de choses qui sont tout à fait inacceptables en santé, mais merci de nous faire connaître puis de faire votre travail par rapport à ça. Jocelyne Labelle, vous êtes directrice de l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides. On peut consulter vos activités sur votre site internet afval.ca et on regarde également pour le souper dans le noir qui aura lieu, donc vous l'avez dit... le 22 mars. 22 mars, merci. 22 mars à Mirabel. Pour ceux qui sont intéressés, on a juste à aller voir votre site web. Merci beaucoup d'avoir été là et on vous souhaite bonne chance avec le suivi de tous vos dossiers. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Après la pause, on revient avec Stéphane Laporte qui vient nous parler des prix à part entière. Tous les jours, nos bénévoles. On rejoint Stéphane Laporte. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous venez nous parler, Stéphane, des prix à part entière, dont vous êtes la porte-parole. Oui, le prix à part entière, c'est un prix fait par l'Office des personnes handicapées du Québec pour rendre hommage aux personnes puis aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. C'est remis tous les 2 ans. Et là, le prix comporte 5 catégories. Puis il y a des bourses attachées à ça, soit des bourses de 10 000 ou de 5 000 Alors, il y a la catégorie individus, organismes à but non lucratif, municipalités, les MRC puis les autres communautés, établissements d'enseignement et aussi les entreprises qui soutiennent l'intégration puis le maintien en emploi des personnes handicapées. On a tous les détails. Il y a une page web sur le gouvernement du Québec, prix à part entière. Fait qu'il suffit d'aller là. Puis l'appel des candidatures, ça a débuté le 13 janvier, puis c'est jusqu'au 4 avril. Fait qu'on peut s'inscrire nous-mêmes. Ça, faut pas être gêné de s'inscrire soi-même là, si on a un organisme ou un individu qui fait vraiment sa part pour l'intégration des personnes handicapées. Et aussi, on peut recommander des inscriptions. Donc, on peut aussi inscrire des gens que l'on croit qui devraient mériter le prix à part entière. Ce qui est le fun avec le prix à part entière, c'est non seulement qu'on récompense les gens qui font leur part pour l'intégration puis l'inclusion des personnes handicapées, mais en faisant ça, puis en les faisant connaître, on espère que ça va inciter d'autres personnes à les imiter puis que ça va inspirer d'autres gens à faire comme eux. Justement, Stéphane, pourquoi ce genre d'initiative est important? Parce qu'il y a quand même au Québec 21 de la population, on le réalise peut-être pas, mais il y a 21 de la population qui a une incapacité. Donc ça représente plus d'1,5 million de personnes. C'est beaucoup de monde. Puis, malheureusement, en général, les personnes handicapées sont moins fortunées, moins scolarisées, en moins bonne santé, puis sont plus isolées socialement que le reste de la société. Donc, il y a beaucoup de travail à faire
c'est pour ça que le prix à part entière est important, parce qu'il encourage ceux, justement, qui font quelque chose. C'est sûr qu'on peut critiquer, mais je pense que c'est aussi bien d'encourager. On peut critiquer ceux qui font rien, mais je pense que en premier, il faut encourager ceux qui font quelque chose. Puis depuis que le prix à part entière existe, là, il y a eu plusieurs récipiendaires dont l'œuvre est très louable. En 2020, c'est Monique Lefebvre qui a remporté le prix en part entière dans la catégorie individu. Puis c'est elle qui a fondé Altergo, puis le défi sportif Altergo, qui est probablement la plus grande compétition paralympique après les Jeux olympiques. Donc, c'est Monique Lefebvre qui est responsable de ça. Il y a ça tous les ans, là, ça s'en vient bientôt. Il y a eu en 2016, c'était France Geoffroy, qui est une pionnière de la danse intégrée au Québec, qui a remporté. Pour vous donner une idée des organismes, il y a en 2016 aussi, c'était le programme Plein Rayon, là, qui est une initiative pour les jeunes adultes de la région de Brome-Missisquoi qui ont une déficience intellectuelle. Donc, eux autres, ils réparent des bicyclettes. Pour ça s'appelle Plein Rayon. Et donc, ils permettent l'inclusion sur le marché du travail, parce que c'est ça, pour les personnes handicapées qui sont capables de faire leur part, c'est beaucoup pour ça que le prix s'appelle prix à part entière, c'est d'aider les gens qui sont capables de faire leur part. Je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant dans la vie quand tu sais que tu peux ajouter ta touche à la société, mais qu'on ne t'en donne pas l'accès. Donc, il y a l'accès physique des endroits, mais il y a aussi l'accès moral pour que les personnes handicapées puissent être inclus dans le marché du travail. Vous le dites bien, effectivement, ça cause des problèmes au niveau des coûts, bien sûr, parce que ces personnes-là là, vivent de l'aide sociale, par exemple, mais ça cause également différents problèmes de santé mentale, différents problèmes de santé physique, là, quand ces gens-là sont isolés, entre autres parce qu'ils ne peuvent pas atteindre le marché du travail. Donc, ce serait payant pour tout le monde là, que ces gens-là soient capables d'entrer sur le marché et de faire leur part. Oui, je pense que les personnes handicapées ont beaucoup à apporter à la société, mais pour ce faire, il faut juste que la société s'adapte. Quand il y a eu le grand confinement, la pandémie, on a vu que la société est capable de s'adapter pour faire face à une pandémie, mais je pense que la société peut aussi s'adapter pour faire en sorte que les personnes handicapées, justement, ne soient plus confinées. Je pense que tous les gens, on a vécu ça difficilement, le confinement, mais pour bien des personnes handicapées, c'est la réalité de tous les jours, puis c'est pour ça qu'il faut rendre les endroits accessibles. On trouvait ça dur de ne pas pouvoir aller dans les restaurants, dans les magasins, mais il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas aller dans certains endroits à cause que c'est pas accessible. C'est une part à faire pour la société, et aussi de permettre, on trouvait ça dur de ne pas pouvoir travailler, mais il y a plein de gens handicapés aptes au travail qui n'ont pas d'emploi, fait qu'il faut que les patrons, que les entreprises permettent aux personnes handicapées de travailler dans leur entreprise. Effectivement, c'est super important. Puis en 2025, il reste quand même beaucoup de travail à faire. On pourrait croire que la société est très inclusive, mais malheureusement, c'est pas le cas. Non, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire. Il faut voir le bon côté des choses. On a du chemin qui a été parcouru, mais il en reste beaucoup, beaucoup à faire. Je vous disais tantôt, là, ça touche 1,5 million de personnes. C'est énorme. Et pourtant, j'entends pas beaucoup parler. Le lobby des personnes handicapées n'est peut-être pas assez fort parce que, justement, les personnes handicapées sont occupées. Quand la vie est un combat de tous les jours, c'est plus difficile d'aller combattre pour l'avancement social. Donc, c'est pour ça que c'est important, le prix à part entière, c'est important, tous ces organismes, tous ces individus qui, eux autres, au quotidien, font en sorte que les personnes handicapées sont incluses dans la société. Et ça vous tient à cœur, ça fait plusieurs années quand même que vous vous associez à ce prix-là. Oui, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis associé au prix à part entière, puis je trouve que c'est vraiment une belle initiative parce que c'est positif. C'est sûr qu'on peut envoyer plein de lettres, puis plein de critiques, plein de messages pour critiquer tout ce qui ne se fait pas, mais c'est bon aussi de voir l'autre côté des choses, puis de mettre la lumière sur tout ce qui se fait pour justement
inspirer les autres à imiter ces gens-là. On salue votre implication. Une belle cause. Oui, c'est une belle cause et je vois que c'est quand même une cause variée, là, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de gens puis toutes sortes de projets là, qui sont soulignés par cette cause-là. Oui, on reçoit, comme c'est ça, là c'est la période pour envoyer les mises en candidature, puis après ça, j'ai la chance de faire partie du jury, donc il va éplucher toutes ces mises en candidature-là, et c'est toujours très, très inspirant de voir à quel point il y a beaucoup d'initiatives faites partout au Québec pour justement l'inclusion des personnes handicapées. Et comme vous dites, là, c'est tellement large parce que c'est autant les handicaps physiques que les handicaps mentaux, que c'est grand, 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 comme ça couvre tellement de problèmes. L'Office des personnes handicapées du Québec, ça regroupe tellement de soucis différents que le travail, il y a énormément de travail à faire. Là. Il y a énormément de travail à faire, mais c'est quand même, comme vous le dites, là, c'est positif de voir des gens, souvent des gens qui ont des personnes en situation de handicap dans leur communauté, des gens qui font ça de bon cœur, bénévolement, qui s'impliquent là, pour essayer de changer les choses, et ça, c'est beau à voir. Oui, et c'est tout le temps le fun. Je me souviens, il y a une année, on a récompensé M. André Leclerc, là, celui qui a fondé l'organisme Kéroul, qui permet de rendre accessibles tous les endroits touristiques du Québec. Pendant plusieurs années, beaucoup des endroits touristiques au Québec n'étaient pas accessibles, les sites touristiques là, les plus visités. Et c'est grâce à son organisme qui a fait en sorte que ces sites-là deviennent accessibles. Donc, oui, il y a plein d'initiatives qui sont qui méritent d'être récompensées. Moi, je vis tout le temps un grand moment. La remise des prix à part entière a toujours lieu au mois de novembre au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Et c'est toujours très touchant de voir tous ces gens-là qui font pas ça pour les récompenses. Et souvent, c'est des gens qui ont dédié leur vie à cette cause-là et qui sont les premiers étonnés là, qu'on souligne leurs efforts. Mais je trouve ça tellement important. C'est bien de... Hier, c'était les Grammy Awards. C'est bien de récompenser des gens qui font des disques, des gens qui font des films, les gens de la TV, mais récompenser les gens qui pensent aux autres, je pense que c'est très important aussi. C'est pour ça que c'est vraiment une belle initiative que les prix à part entière. Oui, les bénévoles sont ultra importants, surtout dans une société où malheureusement il y a énormément de coupures. Si on n'avait pas tous ces bénévoles-là là, pour aider à tenir le fort, on aurait énormément de difficultés au Québec. Donc ça vaut la peine de souligner à quel point ces gens-là mettent des efforts, souvent sans avoir beaucoup de ressources. Donc c'est extrêmement important de le dire. Merci de le dire encore une fois cette année. Puis, on va aussi recevoir, nous, les récipiendaires ici à Canal M en novembre. Donc, pour les personnes que ça peut intéresser, on rappelle, on a jusqu'au 4 avril 2025 pour poser notre candidature dans une des 5 catégories sur le site Internet du concours. Oui, c'est ça. C'est pas juste des bénévoles, ça peut être aussi des gens qui sont rémunérés, là, mais c'est tous ceux qui font des efforts pour... aider l'inclusion des personnes handicapées. Oui, vous faites bien de le préciser. Il y a aussi les entreprises là, qui peuvent être pris et puis les municipalités aussi. Donc, effectivement, on peut aller voir sur le site Internet pour avoir plus de détails. Stéphane Laporte, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne chance avec le concours. Merci. Merci.
on revient avec quelques nouvelles. D'abord, on va en France où Artus lance une fondation pour bâtir des maisons de vacances pour les personnes en situation de handicap. Artus est le réalisateur du film Un petit truc en plus qui a fait quand même de bons chiffres au cinéma. Un petit truc en plus qui est un film qui emploie des personnes en situation de handicap intellectuel comme acteurs. Donc, des personnes qui ont un vrai handicap là, qui ont été employées pour faire le film. Et d'ailleurs, Un petit truc en plus est en nomination pour le César du meilleur premier film. Donc, l'humoriste et réalisateur Artus a lancé le 30 janvier dernier la fondation Un petit truc en plus. Les fonds recueillis serviront à construire ou à réhabiliter des lieux qui accueilleront des personnes avec un handicap intellectuel, une trisomie ou un trouble du neurodéveloppement comme l'autisme. Il trouve important, Artus, de permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir des endroits chaleureux où passer des vacances ou passer du temps et sortir un peu ces personnes-là d'un endroit très médical. Donc, pour ce qui est de sa comédie Un petit truc en plus, elle a fait quand même 11 millions d'entrées depuis sa sortie en 2024. Le projet veut proposer des séjours d'une semaine tout au long de l'année pour une dizaine de personnes à la fois donc des personnes en situation de handicap intellectuel ou d'handicap au niveau de la trisomie ou de troubles neurodéveloppemental, mais également de leur famille qui pourront passer du bon temps avec eux. Également, toujours en France, il y a un premier livre d'histoire de l'art qui a été pensé pour être accessible aux personnes présentant un trouble du développement intellectuel. Le livre s'appelle le beau livre Histoire de l'impressionnalisme. Et ça a été publié grâce à un partenariat entre Kiema Éditions et le musée d'Orsay. C'est un livre, le premier livre d'histoire de l'art qui est édité en facile à lire et à comprendre, donc en FALC. Le facile à lire et à comprendre, en fait, c'est une écriture qui est plus facile à lire pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, donc avec des mots plus simples, avec des phrases plus simples, avec une grammaire et une syntaxe plus facile à comprendre pour les personnes qui ont un trouble au niveau de la cognition. Donc, c'est la première maison d'édition en France qui se spécialise en facile à lire et à comprendre, en écriture facile à lire et à comprendre. Et je le disais, donc c'est le premier livre d'histoire de l'art également qui va permettre aux personnes en situation d'handicap cognitif intellectuel de pouvoir s'intéresser à l'art. Et la directrice, donc Cécile Armand, fondatrice et directrice générale de Kiema Éditions, souligne le fait qu'il faut arrêter de penser que les personnes en situation d'handicap intellectuel ne peuvent pas apprendre et ne veulent pas apprendre sur des nouveaux sujets comme le ferait une personne qui n'a pas d'handicap, et qu'il faut donc s'intéresser à leur apprendre plus de choses et à développer leurs capacités cognitives et à développer leurs intérêts et leur curiosité. Et une des façons de le faire, évidemment, c'est de rendre les livres accessibles aux personnes en situation de handicap intellectuel, entre autres par l'écriture facile à lire et à comprendre. Donc, c'est un premier projet qui, on l'espère, en verra d'autres parce que ça permet évidemment à différents sujets de devenir accessibles à tout le monde. Également, donc, on veut dans la maison d'édition, on souhaite faire paraître une biographie de Louis XIV pour permettre aux lecteurs de s'intéresser à son histoire. Ils ont également un livre autour de l'éducation à la vie sexuelle et affective, toujours en facile à lire et à comprendre. Et ils envisagent aussi un partenariat avec la chaire de l'UNESCO sur la santé sexuelle et les droits humains. Donc, ce sera à suivre, c'est les éditions Kiema. Vous pouvez donc les suivre sur leur site Internet. Également, après la pause, on revient au Québec.
On a également quelques bonnes nouvelles au Québec. On commence par Desjardins, qui offre un service de relevé de compte en format alternatif. C'est nouveau, donc c'est depuis le 20 janvier 2025 pour répondre aux besoins des membres qui auraient de la difficulté. Donc, les relevés peuvent être en format braille ou en gros caractères pour les personnes qui ont des difficultés visuelles. Pour avoir accès à ce service, il suffit de contracter votre caisse ou d'appeler au numéro générique de Desjardins 800-224-7737. Et je l'ai dit, donc c'est sans frais. Vous allez pouvoir le recevoir à votre domicile. Les documents seront envoyés dans les 10 à 25 jours ouvrables après avoir fait la demande. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais on salue quand même Desjardins pour avoir adapté ces services aux personnes qui ont des besoins au niveau visuel et on espère que d'autres compagnies, d'autres caisses, d'autres banques vont suivre le mouvement parce que, évidemment, c'est quelque chose qui est important pour que les personnes qui ont des problèmes visuels puissent être autonomes financièrement et être capables de suivre leur compte donc de suivre leur compte de façon autonome. Donc, on trouve que c'est une bonne nouvelle. Bravo à Desjardins et on espère voir d'autres projets du genre avec d'autres compagnies. Également, on parle du docteur Marc-André Réaume, spécialiste en maladies et en chirurgie de la rétine, qui va mettre sur pied une présentation d'une mise à jour des traitements offert actuellement à ceux qui sont en voie d'appropriation et de remboursement au Canada. Donc, on aborde les traitements, différents traitements sur l'ophtalmologie, la maladie et la chirurgie de la rétine. Ce sera disponible, donc, ce ne sera pas disponible, mais la conférence a lieu le mardi 11 février 2025 à 14h30. Ce sera en mode virtuel par la plateforme Zoom. Il faut s'inscrire avant le samedi 8 février et vous recevrez une confirmation d'inscription par courriel avant la conférence. Il y a 2 façons de voir la conférence. D'abord, vous pouvez la voir en direct et vous pourrez poser vos questions par écrit sur la plateforme Zoom ou vous pourrez la voir en rediffusion. Donc, l'écouter à votre rythme. Même si vous ne serez pas en direct, vous devez tout de même vous inscrire pour recevoir le lien de la rediffusion de cette conférence. Donc, vous pouvez téléphoner au 1-866-867-9389, 1-866-867-9389 ou à inscription@aqdm.org. Inscription@aqdm.org pour ceux et celles que ça intéresse. C'est donc le mardi 14 février à 14h30 par Zoom. Et finalement, on termine avec le droit des femmes pour favoriser l'empowerment des femmes touchées par la pauvreté et l'exclusion sociale. Action Femmes et Handicap, qui est un organisme de défense des droits des personnes en situation de handicap, particulièrement des femmes, aimerait en savoir davantage sur la compréhension que les femmes ont de leurs droits, ainsi que leur connaissance des différentes ressources qui sont mises à disposition des personnes habitant particulièrement dans la ville de Montréal. Donc, si vous êtes une femme en situation de handicap, vous pouvez aller remplir un questionnaire sur votre connaissance de vos droits et la connaissance des ressources. Vous pouvez donc aller sur le site de Action Femmes et Handicap. Il y a un petit formulaire où vous pouvez cliquer pour remplir le questionnaire et c'est le RAM qui vous invite donc à faire un petit tour pour aller aider l'organisme à mieux comprendre les besoins. Donc, c'était Isanne Pellerin pour Sans détour. Merci à Mathieu Tessier
à la mise en onde et à Pierre Guérin à la recherche. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine.